50 000 tonnes de coton graines, c'est la prévision 2012-2013 de la compagnie malienne pour le développement des textiles. La campagne agricole a déjà démarré sous de bons auspices. Situation pas reluisante en matière de nutrition dans notre pays pour l'année 2011. Les femmes et les enfants des régions du Nord sont les plus touchés par le phénomène. L'invité de ce journal, le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, il réagira aux dernières évolutions de la crise malienne, notamment l'envoi ou pas de troupes étrangères dans notre pays et la demande de dissolution du CNRDRE formulée par la communauté internationale. Hamadoun Touré, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali en fin de mission dans notre pays. Il était venu faire ses adieux au Premier ministre et lui exprimer la solidarité du peuple iranien en ces temps difficiles que traverse notre pays. Abol Mohsen Sharif Mohammadi à sa sortie d'audience au micro de Nando Dambélé. C'est une visite courtoisie et aussi c'est une visite d'Orba parce que je suis à la fin de ma mission. Je vois que c'est nécessaire pour voir les hauts responsables du pays. On a parlé des événements malheureux qui se passaient dans votre pays. Avant cet événement, j'aimerais quitter le Mali avec de bons souvenirs. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans une situation non agréable. Mais ce que je voudrais dire, le Mali, c'est un pays qui a des potentialités. Si la situation, ça permet, tout de suite, le Mali se retrouve. Voilà, je vous le disais dans les titres, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, qui va évoquer ici la crise malienne, notamment l'envoi ou pas de troupes étrangères dans notre pays et la demande de dissolution du CNRDRE formulée par la communauté internationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, la question de l'envoi d'une force régionale longtemps évoquée est revenue cette semaine dans l'actualité en faveur du sommet de l'UEMOA à Lomé. Aujourd'hui, quel est le point de vue du gouvernement malien sur la question, pour ou contre, monsieur le ministre? On ne peut pas répondre de manière aussi fermée si on est pour ou contre. Ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est que le Mali a une position bien à elle dans cette question. Le Mali évalue d'abord ce qu'il a. Le Mali évolue ce qu'il peut et ipso facto, le Mali aussi évalue ce qu'il n'a pas. C'est en fonction de cette évaluation que l'on peut demander l'appui, l'assistance, le soutien des partenaires. Il faut saluer leur disponibilité, il faut saluer leur solidarité, il faut surtout saluer même cette pression amicale qu'ils font sur le Mali pour que nous puissions leur dire exactement ce que nous voulons. Nous sommes en train d'y travailler, mais il faut d'abord faire le point des possibilités nationales. Ça veut dire que juste là, une décision n'a pas été prise concernant l'envoi de troupes régionales dans notre pays? À ma connaissance, non. D'abord, c'est une offre que la CEDEAO avait faite. C'est une offre que l'Union africaine envisage de prolonger jusqu'au niveau du Conseil de sécurité. Mais traditionnellement, c'est le pays concerné qui écrit à l'instance qui dirige les Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, et qui signe ce qu'on appelle un accord de siège avec l'ONU sur le statut des forces qui vont être déployées. Nous n'en sommes pas exactement à ce stade au moment où nous parlons. Mais nous n'avons fermé aucune option. Toutes les possibilités sont là. Et nous allons explorer ce qui est mieux à même de nous aider en cette phase cruciale. Il ne faut pas oublier que le conflit a évolué du mois de mars à maintenant, ou même du mois de janvier au mois de juin. Le conflit a beaucoup évolué dans son importance, dans son amplitude, dans l'implication des acteurs et dans les dangers que le conflit fait courir au Mali, à la sous-région, à l'Afrique et même au monde entier. Donc il faut faire le point de tout cela
et en fonction de cela, s'adresser éventuellement aux partenaires si cela est nécessaire, et puis commencer à travailler. Parce que ce n'est pas des approximations qui vont aider à faire face à la situation. Il faut être très précis. Il faut dire exactement ce qu'il faut faire, comment le faire, où le faire et quand le faire. Mais vous parlez de conflit, j'ai compris que vous vous référez plutôt à la situation au nord du pays. Mais présentement, là où nous sommes, la sécurisation des institutions pour la transition préoccupe aussi la communauté internationale. De quoi le Mali a réellement besoin? D'une force pour soit sécuriser le nord ou pour sécuriser la transition ou les deux? Moi, dans votre question, j'avais surtout pensé à un appui pour faire face à la situation dans le Nord. Les autorités de la transition, à ce que je sache, ont leur sécurité assurée par les forces armées et de sécurité du Mali. Il y a eu un incident très grave, très préoccupant, très humiliant. Il s'agit de l'agression contre le président Diankouda Traoré, que nous avons déploré en son temps, que nous avons trouvé inacceptable. Mais je ne pense pas que cela remette en cause la capacité de nos institutions militaires et de sécurité de s'occuper de la sécurité de la transition, en ce qui concerne, j'allais dire, cette partie de notre pays. Et mon opinion, mon impression est qu'il s'agissait de nous aider à faire face à la situation dans le Nord. C'est dans ce sens que nous sommes en train d'évaluer les capacités et les besoins du Mali. Et si c'est nécessaire, cela sera communiqué à tous ceux qui sont en train de bien vouloir nous aider. Et parlant du nord du pays, hier nous avons reçu un communiqué de votre département, un communiqué qui demande à ce que les termes utilisés soient le nord du Mali ou le nord malien. Qu'est-ce qui vous a incité à... Non, j'ai senti un glissement sémantique, même dans mes discussions avec des amis ou avec des intellectuels maliens. Parfois, ils disent Nord Mali, comme s'il y avait une région qui portait ce nom dans notre pays. À ce que je sache, il n'y a pas de Sud Mali, Nord Mali, Centre Mali, Ouest Mali. On dit le nord du Mali, on dit le sud du Mali, on dit le centre du Mali, on dit également l'ouest du Mali, l'est du Mali. Et non le nord Mali ou l'est Mali. Vous savez que ça a des connotations au-delà de la sémantique. Ça peut avoir des connotations politiques graves, surtout dans la phase cruciale que nous traversons. Donc je plaide pour qu'on dise nord malien ou nord du Mali, ce qui est beaucoup plus simple, comme on dit le nord de la France, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Sénégal et le nord de la Guinée. Plus simple et plus intégrateur Voilà. Également. L'autre question, Monsieur le ministre, c'est le sort du Comité national pour le redressement de la démocratie, le CNRDRE. La communauté internationale a demandé sa dissolution immédiate hier au cours d'une réunion à Abidjan. Quelle est la réaction du gouvernement sur la question? Non, le gouvernement n'a pas à réagir. Le gouvernement n'est pas le CNRDRE. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le gouvernement est en train d'étudier, a même fini d'étudier une formule qui permettra la création d'une nouvelle structure qui va intégrer ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle toujours le CNRDRE, avec d'autres composantes de la nation et qui auront un caractère consultatif. Oui. Le projet de loi sera examiné mardi prochain en Conseil des ministres extraordinaire et déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Une nouvelle structure qui remplacera les CNRDRE avec quelle mission donc? Les mêmes? Plusieurs missions, non. La mission de formation, la mission de conseil, une mission consultative qui ne regroupe pas seulement que les membres du CNRDRE, qui s'ouvre à une large palette de la composante malienne qui pourra aider le gouvernement de transition à réussir sa mission. Essentiellement reconquérir le Nord et préparer un scrutin électoral propre avec un fichier électoral propre, consensuel, inattaquable, parce que bien fait. Si c'est le cas, pourquoi ne pas donc convaincre la communauté internationale pour reconduire ce même CNRDR, si c'est les mêmes membres
qui vont être dans cet autre? Non, je vous ai dit que la structure serait ouverte à d'autres composantes de la nation malienne ou de la société civile malienne et même peut-être des partis politiques maliens. Il ne s'agit pas seulement des membres du CNRDRE, il s'agit d'élargir la structure et vous aurez davantage de détails. Je ne veux pas déflorer le projet maintenant parce qu'il faut que le gouvernement l'adopte, qu'il le dépose devant la table de l'Assemblée nationale. Mais si vous avez un peu de patience et avec vous la communauté internationale, vous saurez que le Mali est en train de travailler sans relâche pour trouver une solution à une structure, pour trouver une structure qui va aider le gouvernement à trouver les moyens de remplir ces deux missions qui lui ont été confiées, à savoir la reconquête du Nord et la préparation et l'organisation des élections. Donc, si j'ai bien compris, monsieur le ministre, le CNRDRE sera dissous. Est-ce qu'on peut dire comme ça, sera dissous? On peut parler d'une structure qui va absorber et le CNRDE et d'autres composantes de la nation. Mais bien sûr que lorsque cette structure sera créée, on ne l'appellera pas CNRDRE. Effectivement. Et l'accord cadre signé entre le CNRDRE... Ce que je vous dis est prévu dans l'accord cadre. Dans l'accord cadre. Oui, absolument. Il est aussi prévu dans l'accord cadre. C'est conforme à l'accord cadre, ce que je vous dis. Et j'ai oublié de vous dire, heureusement que vous faites allusion à l'accord cadre, il y aura aussi un projet de loi sur l'indemnisation des victimes. Voilà. J'allais oublier, mais votre question, bien à propos, me permet de réparer ce que j'ai failli oublier. Il y aura aussi un projet de loi pour indemniser les personnes qui ont été victimes des événements qui se sont passés. Vous vous rappelez qu'il y avait déjà eu un projet de loi pour amnistier les personnes qui ont été impliquées dans les événements dont on a parlé. Et il y aura après une loi de programmation militaire, mais un peu plus tard. Tout ce qui est dans l'accord cadre sera respecté par le gouvernement et appliqué. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous restez avec nous en attendant. Nous poursuivons cette édition avec ce communiqué. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sadio Lamine Sow, qui avait pris part en N'Djamena du 4 au 5 juin 2012 à la réunion ministérielle restreinte de restructuration de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD, quitte Bamako ce vendredi pour Port-Villa où il prendra part à la 95e session du Conseil des ministres ACP et à la 37e session du Conseil des ministres ACP Union européenne prévue du 10 au 15 juin 2012. Cet autre communiqué, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion que, contrairement à des informations tendancieuses parues dans certains journaux de la place, le départ à la retraite des officiers généraux et officiers supérieurs concernés par la mesure est strictement conforme aux dispositions statutaires. Le ministre de la Défense et des anciens combattants précise par ailleurs que les décrets numéro 2012-22-7 PRM du 17 mai 2012 et numéro 2012-252 en date du 18 mai 2012 y affaires sont dûment signés par les autorités régulières compétentes, notamment le président de la République par intérim, le Premier ministre et les ministres de tutelle. Actualité régionale à Sikasso, la campagne agricole 2012-2013 démarre sur de bons auspices dans les zones cotonnières. Les semis ont commencé et la mise en place des moyens de production est terminée, constat fait par le PDG de la compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, en tournée dans les zones. La compagnie prévoit une production de plus de 500 000 tonnes de coton-graines envoyés spéciaux au Brahma Traoré et Karunga Konati. Première sortie sur le terrain du tout nouveau président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles. L'objectif est simple, inciter les producteurs à faire plus pour gagner plus. Nous savons qu'une production cotonnière importante est importante pour notre pays et nous l'avons senti cette campagne. Quand le coton marche, tout marche. Première étape de cette visite, la filière sud de la CMDT qui couvre Bougouni et Sikasso. Dans ces zones cotonnières, le constat est rassurant. Bon, les paysans cette année ont pu s'aimer tout par rapport à l'an passé. La preuve en est que l'an passé, à la date du 31 mai, nous avons sémé 118 hectares pour la filiale. Mais cette année 2012-2013,
nous sommes à 8083 hectares. Donc ça veut dire que la campagne commence bien chez nous. Pour la campagne agricole 2012-2013, la CMDT table sur une production de plus de 500 000 tonnes de coton-graines contre 445 000 l'année dernière. Un objectif, si l'on en croit les PDG de la CMDT, est atteignable. Les conditions matérielles pour la campagne 12-13, je commence par le prix au producteur, il est très incitatif. Tous les intrants sont déposés dans la zone cotonnière malgré cette situation difficile que nous traversons. Nous sommes approvisionnés à plus de 97% de nos besoins. Bon, l'élément fondamental qui est la semence est là de qualité à plus de 100%. Les producteurs y croient aussi. Ceux-ci se réjouissent de la subvention des engrais à 12 500 francs CFA le sac et du maintien du prix du coton à 255 francs CFA le kilogramme premier choix. C'est dire donc que l'accent doit être mis sur la qualité. Tout au long de cette première étape de la mission, le PDG de la CMDT a invité les producteurs à ne pas se limiter seulement au coton, mais à s'intéresser aux autres cultures. L'objectif est d'atteindre les 2 millions de tonnes de céréales au niveau des zones cotonnières. Dans le même domaine, les capacités des agriculteurs se renforcent dans la lutte contre le Striga hermontica. Il s'agit d'une plante sauvage nuisible qui constitue un véritable obstacle pour le rendement des cultures dans les zones tropicales. C'est donc pour améliorer la qualité des céréales que l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT a remis aux agriculteurs environ 7000 DVD sur le Striga hermontica, une autre forme de sensibilisation pour les producteurs de mil, maïs, sorgho et du riz fluvial de 4 pays de l'Ouest africain. Abdrahman Maïga. Par cette remise de DVD aux partenaires, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT lance son programme sous-régional de lutte contre le Striga hermontica, une plante sauvage très nuisible qui se nourrit avec de l'eau, des sucres et d'autres éléments nutritifs prélevés sur les racines d'une plante haute. Dans sa croissance, le Striga provoque des dommages aux plantes et le plus souvent celles qui sont attaquées ne produisent plus, d'où un manque à gagner pour les producteurs du mil, du sorgho, du maïs et le riz fluvial. Ces films réalisés par ICRISAT en cette langue nationale et en français reposent sur des interactions fortes avec l'implication des agriculteurs dans une démarche participative. Ces productions permettent à cet institut de recherche de former et de sensibiliser un plus grand nombre de paysans sur le Striga dans 4 pays de la sous-région. Il s'agit du Mali, du Niger, du Burkina Faso et le Ghana. On espère arriver à toucher, pour le moment notre objectif c'est 200 000. Je vois sur les PP 200 000 paysans, mais je pense que c'est une méthode que si on le combine avec l'approche les radios rurales, je pense qu'on arrivera à toucher beaucoup de millions de gens dans la région. Ces films documentaires donnent également aux paysans d'ample information sur le Striga et ses techniques de reproduction. Les expériences de recherche et de vulgarisation ont montré qu'aucune méthode de lutte prise individuellement n'est à 100% efficace pour réduire le Striga et augmenter le rendement des cultures. C'est pourquoi dans ces jeux vidéo, la recherche propose une combinaison de plusieurs méthodes dans une approche de gestion intégrée du Striga et la fertilité du sol, conditions indispensables pour aboutir à des résultats satisfaisants. Le programme alimentaire mondial PAM a lancé hier à Madina Sako, dans le cercle de Banamba, son projet amélioration de l'accès à la nourriture par le transfert monétaire aux personnes affectées par les effets de la crise alimentaire. Le projet concerne les régions de Kaye-Koulikoro. Son coût est estimé à plus d'$1 million américains, financement de l'Office humanitaire de la communauté européenne de Koulikoro. Le reportage de Seydou Traoré. Le programme alimentaire mondial PAM a initié ce projet amélioration de l'accès à la nourriture par le transfert monétaire pour secourir les populations en difficulté alimentaire. C'est un projet pilote qui consiste à assister les individus ou des ménages à travers le paiement liquide, soit 24 500 francs CFA à travers Orange Money, et de retour permettre à ces cibles en difficulté économique et alimentaire d'acheter des vivres disponibles sur les marchés locaux. C'est le lieu pour moi de remercier du fond du cœur le PAM et ses partenaires pour leur geste désintéressé. Financé par l'Office humanitaire de la communauté européenne ECHO, le projet transfert monétaire inconditionnel touche 3425 ménages dans la région de Kaye et 5575 dans la deuxième région, correspondant à plus de 45 000 bénéficiaires pour un montant d'$1 million, près de 850 millions de francs CFA. Je suis très satisfait
parce qu'on vient de démarrer une nouvelle manière de délivrer l'aide humanitaire, c'est-à-dire c'est de transfert de l'argent en utilisant les réseaux téléphoniques. Dans notre région, l'opération va couvrir les communes de Toubakoro, CBT, Madina, Sako et Boron dans le secteur de Banamba et les 7 des 11 communes de Nara, à savoir Nara, Falou, Nyamana, Ouagadou, Dogofri, Alahina et Dabo. Avec au total 2 transferts monétaires, soit le mois de juin et juillet 2012, ce projet devrait améliorer la sécurité alimentaire et assurer la prévention des risques de faim et de malnutrition aiguë. Nous restons dans la région de Kayes où les habitants de la commune de Fagoun-Kogoro dans le cercle de Dema disposent désormais d'une mare surcreusée, une mare dont l'aménagement permet de développer la pêche dans la commune Tiam Kayes. Mahamadi Aliubari. 60 millions de francs CFA, c'est le montant que l'État malien vient d'investir pour le surcreusement de la mare de Fangoune-Kagoro, située à 5 km de Djema en allant vers Nioro du Sahel. Cette réalisation se situe dans le cadre d'un programme intitulé Programme quinquennal d'aménagement aquacole qui a pour objectif principal de mettre en valeur tous les points d'eau qui conservent l'eau pendant 6 à 7 mois dans l'année. Ce recreusement de la mare a pour objectif d'améliorer les revenus des populations qui sont environnantes et pour qu'ils aient suffisamment de produits halieutiques dans cette eau qui va durer désormais toute l'année. Ces travaux de surcreusement de la mare de Fangoune-Kagoro ont été exécutés par la Société Générale d'Entreprises Électromécaniques BTP SA pendant 20 jours. Cette année, pour le premier test, la Direction régionale de la pêche de Kayes s'engage à aider la population de Fangoune à empoisonner la mare après l'hivernage. C'est là pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire, la production et la productivité des poissons, mais aussi l'augmentation des revenus de la population de la commune rurale de Fangoune-Kagoro. Une délégation de l'UNICEF s'est rendue hier dans certaines structures sanitaires du cercle de Kangaba. C'était pour voir les mécanismes de lutte contre la malnutrition et le paludisme, des maladies qui connaissent une régression considérable grâce au dépistage précoce et au traitement des cas enregistrés dans les localités de Balanzan, Kenyegoué et Kangabaville. Envoyé spéciaux à Galiaga Gissa, Makanjakiti. Dans les centres de santé de Kenyegoué et Kangaba, la délégation de l'UNICEF a pu constater les efforts consentis dans la prise en charge des enfants qui souffrent de la malnutrition et du paludisme. Auparavant, la délégation a assisté à une séance de dépistage de ces maladies à Balanzan, localité située à une vingtaine de kilomètres de Kangaba. Pour le moment, il y a moins de problèmes par rapport à la prise en charge de la malnutrition comparativement aux autres années. Actuellement, par rapport au mois passé, on a dépisté 24 cas sévères contre 25 cas modérés. Pendant les 6 mois passés, il n'y a pas eu de décès par rapport au cas de malnutrition. Ces résultats ne doivent pas détourner l'attention sur les difficultés liées à l'approvisionnement des centres en médicaments, surtout pendant la saison des pluies. Actuellement, par rapport à la prise en charge des cas sévères, il n'y a pas de problème. Mais la prise en charge des cas modérés, c'est ce qui pose un peu de problèmes. Vous venez de voir l'état de la route. Avec l'hivernage, le cas de malnutrition va s'élever. Le cas de paludisme va s'élever aussi. Donc, est-ce qu'on aura le temps d'avoir vraiment les médicaments? C'est pourquoi il est nécessaire d'unir les efforts pour consolider les acquis en matière de lutte contre la malnutrition et le paludisme, a laissé entendre les représentants de l'UNICEF au Mali, Théophane Nikema. Il convient également de noter que l'UNICEF estime à plus de 175 000 le nombre d'enfants affectés par la malnutrition aiguë sévère au Mali en 2012. Avec respectivement 16 et 15,2%, Tombouctou et Gao sont les régions les plus touchées par la malnutrition aiguë, Kidal et Sikasso les moins. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée dans toutes les régions de notre pays et qui a concerné les enfants âgés de 0 à 59 mois et les femmes de 15 à 45 ans. Le compte rendu de Modibo Mariko. Si l'on en croit les résultats de cette enquête nutritionnelle réalisée du 13 juin au 6 juillet 2011, la situation est loin d'être réalisante pour notre pays. Aucune région ne se trouve en dessous des 5% requis comme barre à ne pas franchir. Parmi les régions les plus touchées se trouvent Tombouctou et Gao
avec respectivement 16 et 15,2%. Kidal et Sikasso s'en portent mieux avec respectivement 7,5 et 6%. Pour ce qui est du retard de croissance chez les enfants, Sikasso et Mopti sont les plus atteints pendant que Kay et Bamako connaissent plutôt une situation jugée bonne. La réalisation de cette première enquête nutritionnelle au Mali par l'INSTAT et la Direction nationale de la santé, en collaboration avec l'UNICEF et le PAM, a permis de satisfaire ce besoin d'harmonisation des méthodologies pour assurer une meilleure analyse et une comparaison des données recueillies. L'enquête révèle aussi que 58% des mères amènent leurs enfants dans les structures de santé pendant que 40% préfèrent les guérisseurs traditionnels. Cette première enquête nutritionnelle réalisée dans toutes les régions de notre pays a concerné les enfants âgés de 0 à 59 mois et les femmes de 15 à 49 ans. Les résultats de l'enquête, objet de la présente restitution, permettront d'avoir les niveaux des indicateurs de malnutrition par région administrative et par milieu de résidence. La consommation de tabac augmente d'année en année dans notre pays. Alors, les taxes payées au budget de l'État passent de 3 milliards à 18 milliards de francs CFA. La fiscalité du tabac dans notre pays était justement au centre d'une rencontre hier. Le compte-rendu de Alpha Maïga. La consommation du tabac entraîne des coûts économiques sanitaires sur les populations. Le tabagisme est un fléau qui interpelle les uns et les autres. C'est ainsi que plusieurs organisations de lutte contre le fléau regroupées en réseau s'investissent de jour comme de nuit pour l'éradication du tabagisme. Et c'est dans ce cadre qu'une étude sur la fiscalité du tabac au Mali a été élaborée. Partager le contenu du dit document afin de le valider, c'est dans ce cadre que se tient cette rencontre. Notre pays a également adopté la loi 10-033 du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Le Mali applique les directives de l'UEMOA en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux droits d'accise. Malgré ces lois, directives et conventions, la quantité de tabac importé ne cesse d'augmenter, et ce depuis l'année 2000, faisant passer les importations maliennes de 3,6 milliards à 24,7 milliards en 12 ans. Aussi, les droits et taxes payés au budget d'État sont passés de 3 milliards à 18 milliards et demi. La rencontre a été mise à profit pour informer les participants de la mise sur pied dans les prochains jours d'un comité national fonctionnel de contrôle du tabac au Mali. Actualité africaine, après le crash de la compagnie Dana Air au Nigeria, des interrogations se posent sur la sécurité aérienne sur le continent africain. Comment se fait-il que l'Afrique, avec seulement 10% du trafic aérien mondial, consacre à elle seule 40% des accidents? Les détails dans ce reportage. Les opérations de déblaiement sont toujours en cours à Lagos. Le crash a fait au moins 159 morts. Les deux moteurs de l'avion auraient lâché juste avant l'accident. La presse dénonce l'âge élevé de la flotte nigériane, ainsi qu'un manque de maintenance qui aurait pu toucher le MD-83 de Dana Air. En attendant les résultats de l'enquête, la compagnie a été suspendue. Il y a presque 900 avions de ce type en vol dans le monde entier. Plus de la moitié appartient à American Airlines ou à Delta Airlines. En fait, la moyenne d'âge de ces appareils est souvent plus élevée que la nôtre. Inévitablement, le crash de Lagos en rappelle d'autres sur le continent. Les accidents d'avion y sont fréquents et souvent très meurtriers. L'Afrique compte pour moins de 10% dans le trafic aérien mondial, mais elle représente plus de 40% des accidents. Vous voyez que le taux des accidents est totalement disproportionné par rapport au nombre de vols. Une fois de plus, ça nous ramène au problème du manque de formation des équipages. La veille du crash de Lagos, un autre accident avait eu lieu à l'aéroport d'Accra, au Ghana. Cette fois encore, à cause d'un appareil nigérian. L'avion, en manquant la piste, avait percuté un minibus et tué ses 10 occupants. Le président nigérian a reconnu lundi, depuis le lieu du crash, les responsabilités de son pays dans ces deux drames. Nous allons faire de notre mieux pour ce pays et pour le monde. L'espace aérien du Nigeria sera un endroit sûr.
Ces 20 dernières années, la flotte nigériane est celle qui a été le plus impliquée dans les accidents graves sur le continent. 6 crashs enregistrés avec une centaine de morts au moins à chaque fois. Les nouvelles du monde en bref nous conduisent en Espagne, au Bahreïn et aussi au Pakistan où un kamikaze taliban a fait 18 morts et 40 blessés dans un bus qui transportait des travailleurs du gouvernement. Vendredi au Pakistan, au moins 18 morts et 40 blessés dans un bus transportant des employés du gouvernement par l'explosion d'une bombe dans le nord-ouest du pays. La bombe qui contenait 7 à 8 kilos d'explosifs était dissimulée sous le bus et était reliée à une minuterie. Ces attentats sont perpétrés en majorité par les kamikazes talibans qui ont décrété en 2007 le djihad à Islamabad pour son soutien à Washington dans sa guerre contre le terrorisme. L'agence d'évaluation financière Fitch a abaissé de 3 crans la note de l'Espagne qui tombe de A à triple B. Le coût budgétaire du secteur bancaire espagnol est estimé entre 60 et 100 milliards d'euros. La récession devrait se prolonger jusqu'en 2013. De son côté, la zone euro se tient prête à aider le secteur bancaire espagnol si Madrid en faisait la demande. Les sommets des 28 et 29 juin à Bruxelles pour plus d'intégration en Europe est très attendu par les Espagnols. La police de Montréal a procédé à l'arrestation ciblée d'étudiants venus manifester contre le Grand Prix de Formule 1 du Canada. La métropole québécoise est le théâtre depuis près de 4 mois de manifestations ayant pour toile de fond le conflit entre les étudiants et le gouvernement provincial du Québec sur une hausse contestée des frais de scolarité. Les négociations ayant échoué, les étudiants ont décidé de faire du Grand Prix une tribune pour continuer à défendre leur cause. Gaz lacrymogène à Bahreïn contre des manifestants anti-gouvernement qui protestaient contre l'arrestation d'un militant des droits de l'homme. Le procureur a ordonné l'arrestation de Nabil Rajab pour avoir publié une série de critiques sur les réseaux sociaux à propos du verdict des anciens dirigeants égyptiens et aussi pour avoir diffamé le Premier ministre de Bahreïn. Depuis 1 an, en vertu de la loi martiale, la police peut procéder à des arrestations arbitraires. Retour à l'actualité nationale, les cadres du ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme se sont réunis 2 jours durant pour un atelier de validation des projets, programmes et budgets programme 2012 du département. Une dizaine de projets sont en exécution et en préparation pour un coût global d'environ 7,5 milliards de francs CFA. Salimata Dao, compte rendu. Près de 7,5 milliards de francs CFA, c'est le coût total des projets en cours de réalisation et ceux en préparation du ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. C'est ce qui ressort de l'atelier de validation des revues projets-programmes et budget programme 2012 du département. Nous avons 12 projets en exécution et un projet en préparation. Vous avez essentiellement le projet phare, la restauration du fort de Médine, qui est un pas important de notre histoire. Nous avons la restauration du mémorial Modibo Keïta et nous avons la réhabilitation du conservatoire Bala Faseke. Cette rencontre, 12e du genre, a pour but d'améliorer le rendement du ministère qui est à 61% de taux de décaissement de son budget alloué à ces activités. Le présent atelier est une occasion opportune de rencontre et d'échange entre vous, les cadres du département, afin d'aboutir à une formulation claire et lisible de recommandations pratiques pour l'atteinte des objectifs. Nous avons en première recommandation alloué des ressources suffisantes pour l'exécution correcte des activités prévues lors de l'exécution des projets programmes. Ensuite, accélérer le processus d'exécution des travaux pour qu'il n'y ait pas de retard dans l'exercice des travaux. Et comme 3e recommandation, accélérer les procédures de notification, de mandatement et de mise à disposition des ressources et commandes. Cette rencontre de 2 jours a permis aux participants de proposer des mesures appropriées pour la bonne gestion des ressources allouées au département pour la réalisation de ces différents projets. On en reparle dans cette édition. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État vient de procéder en 4e région à un don de céréales aux familles des militaires victimes de la crise du nord du Mali, un don estimé à 8 millions de francs CFA. Le compte rendu depuis Ségou de Honoré Tienou.
En offrant 20 tonnes de riz aux familles des militaires victimes de la crise du Nord en 4 régions, le Comité national pour le redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNRDRE, entend soutenir celle-ci en ce moment de grandes difficultés que connaissent les populations maliennes. Ce don spécifique a été offert par le président du CNRDRE pour les familles déplacés militaires ainsi que les veuves. En effet, ce don de 20 tonnes de riz pour la région de Ségou a été réparti comme suit. 10 tonnes pour les familles des militaires victimes de la crise du Nord à Ségou, 5 tonnes pour celles de Djabali et 5 autres tonnes pour celles de Markala, soit au total 20 tonnes de riz pour la région pour un coût global d'environ 8 millions de francs CFA. Toutes choses dont le directeur général des ateliers militaires centraux de Markala, le colonel d'aviation Seri Diarra, s'en réjouit. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Avant même ce geste, déjà au niveau des ateliers militaires centraux de Markala, nous nous étions organisés pour faire des gestes à l'endroit de ceux qui sont durement touchés par l'événement et dont les parents se sont déplacés du nord vers le sud ici et se sont retrouvés sur leurs bras. Cet acte de soutien aux familles victimes de la crise du Nord par le CNRDRE vient renforcer les dispositifs déjà mis en place par le gouvernement en faveur de ces familles. La 612e édition de la pêche traditionnelle de la mare de Sang a eu lieu hier. L'édition 2012 était placée sous le signe de la solidarité envers les populations du nord du Mali. Pour cela, les organisateurs ont juste respecté la tradition, se limitant seulement au rituel. Malheureusement, la mare de Sang était asséchée et la chasse aux poissons n'a pas eu lieu. Envoyé spécial à Sang, Mohamed Diarra, Adamakita. La pêche traditionnelle de la mare sacrée de Sang ou Sankemon est une manifestation culturelle à caractère populaire. Pendant cette période de l'année, tous les fils de Sang se retrouvent pour communier dans la joie. Mais, compte tenu de la situation actuelle que vit le Mali, les organisateurs ont juste respecté la tradition. La mare est complètement asséchée aussi. Donc, il n'y a pas eu de chasse aux poissons. Nous sommes à la 612e édition de la pêche traditionnelle du Sanké. Donc c'est notre tradition, la tradition de la ville, et c'est ce qui justifie ma présence. Même si la mare est asséchée, on se doit d'honorer notre tradition, on effectue les rituels. L'édition 2012 était donc celle de recueillement et de prière pour la population du Nord. Une solidarité qui se traduit par les actes posés. Aujourd'hui, le cercle de Sang enregistre un nombre important de déplacés des régions du Nord. Nous avons à peu près 1102 personnes, dont nous les avons dans nos familles. C'est les voisins, c'est les amis, c'est les parents. La préparation de la crème de mil par la centaine de femmes est un temps fort de cette pêche. La 612e édition de la pêche de Sang a été donc fêtée dans la plus grande simplicité. Voilà, le changement climatique qui se fait sentir donc déjà. Terre verte, c'est le titre d'un film documentaire qui a été projeté hier en avant-première à l'Institut français du Mali. Ce film de 52 minutes porte sur les conditions de travail des riziculteurs de l'Office du Niger. Des témoignages d'agriculteurs et autres acteurs du secteur sont évoqués dans ce documentaire. Il est produit par Ivoire Film et Communication en partenariat avec Beka Film et le Centre national de la cinématographie du Mali. Notre reporter Modibo Soiré s'est entretenu avec le réalisateur. Nous l'écoutons. Il s'appelle Boubacar Gakou. L'idée est venue d'une réalité que moi-même j'ai vécue. Donc ça me fait vraiment mal au cœur de voir ces paysans qui vivent dans des conditions comme ça, alors qu'ici on pense le paradis là-bas. Donc il faut qu'il y ait une conscience collective. Il faut que la conscience collective s'éveille pour que les gens trouvent des solutions à ce problème-là. Ça retrace le quotidien, le vécu de paysans, la condition de vie de paysans de l'Office du Niger. Le budget a été un budget de 80 millions. Les images que vous avez vues de la construction de barrages et autres, c'est les archives de la construction de barrages que nous avons achetées à l'INA de Paris. Je compte vraiment mener une campagne de visionnage dans la zone Office du Niger même pour que les paysans voient vraiment, ils se retrouvent vraiment dans le film, quoi.
Et sport football ce dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les Aigles du Mali accueillent les Fennecs de l'Algérie à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Pour l'entraîneur, le faux pas de la première journée est à oublier. Contre l'Algérie, il faut une victoire pour se relancer dans la course. Écoutons Amadou Paté Diallo. Il est interrogé par Abdelkarim Kaba. Je suis frustré mais pas abattu. Au fait, si on comptabilise ce match déjà, bon, là, on l'a mis derrière parce que l'objectif tout de suite, c'est le match de Burkina contre l'Algérie. Il faut focaliser sur l'Algérie maintenant. Mais écoutez, difficile parce que là, le contexte y est déjà. On doit aller jouer dans un pays où c'est vrai qu'il nous accueille, mais c'est bien difficile toujours de jouer dehors. Ça nous fera 2 matchs. Dehors, c'est pas pour s'excuser ou chercher une excuse pour la sélection, non. Loin de là, et la situation qui prévaut fait que on doit être ailleurs pour jouer. On est handicapé, mais on est mentalement fort pour savoir qu'on pouvait commencer avec le calendrier 2 matchs à l'extérieur. Donc on va se présenter dans cet état d'esprit, comme si on jouait 2 fois à l'extérieur, ensuite 2 fois à la maison. Moi et mon staff, on est optimistes, c'est un défi à relever, je pense. Comme je l'ai dit, aller au mondial passe par ce chemin. C'est important de gagner ce match. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information sur notre chaîne, c'est demain à 13h, une édition qui vous sera présentée par Daisy Soko. Et on se quitte avec ce sentiment de fraternité à l'endroit de nos compatriotes. Soyons de cœur et d'action avec les nôtres des régions du Nord, vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci et bonsoir.